Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je suis heureux de pouvoir dire qu'El Magharibia n'a jamais failli à ses principes fondamentaux, ceux qui fondent son esprit et qui orientent ses choix. El Magharibia a toujours défendu les victimes de ce régime ignoble, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent et quel que soit leur ancrage politique. Serait-il aux antipodes de nos propres engagements? Aujourd'hui, c'est un des nôtres, un de nos journalistes qui a été jeté en prison par ce même régime. Il a été jeté en prison au moment où lui naissait une petite fille. D'ailleurs, il a laissé sa petite fille et son épouse à l'hôpital au moment où on l'a mis en prison. Il a été mis en prison pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la loi, avec la justice, avec la morale, si tant est qu'au sein de ce régime, il y a une loi, une justice, une morale. Il avait été accusé en 2013 d'avoir aidé un opposant du régime, Aboud Hicham, à quitter le pays. Or, Aboud Hicham était à ce moment sorti d'Algérie avec un passeport algérien en bonne et due forme, qui a été dûment estampillé par la PAF, la police des airs et frontières algérienne. Et je rappelle que Aboud Hicham n'avait aucune ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Mais tout un chacun sait que l'hystérie distingue ceux qui avaient le contrôle de la façade Bouteflika. Oui, l'hystérie, et je pèse mes mots. Quand Saïd Bouteflika avait appris que Aboud Hicham avait réussi à quitter le pays, qu'il lui avait échappé, qu'il était désormais en dehors de son emprise, alors il se déchaîna, il piqua une colère, tout ce qu'il y a d'hystérique. Il exigea des limogeages et des emprisonnements. Il voulait des coupables. On a beau lui dire que Aboud Hicham était sorti avec un passeport, tout à fait normal, tout à fait légal, et qu'il aurait fallu peut-être le placer sous ISTN, mais il n'en démordit pas. Il voulut faire payer quelqu'un. Alors, ce fut Abd Sameh, parce qu'il collaborait dans les journaux de Aboud Hicham, parce qu'ils ont trouvé sur l'historique de son téléphone un appel de Aboud Hicham. Il fut donc jeté en prison, laissant seule son épouse en 2013, avec ses deux enfants en bas âge, dont Mohamed, qui venait juste de naître. Il a passé 25 mois en prison. En prison dite préventive, 25 mois. Alors que la durée maximale de celle-ci n'aurait pas dû excéder les 9 mois, je crois. Puis, il fut libéré, sans autre forme de procès. On le convoquerait plus tard, lui avait-on signifié, pour un autre procès. Il sortit donc de prison, mais il ne fut pas réintégré dans son poste, alors qu'on ne lui reprochait rien, alors qu'il n'avait pas été condamné. Il n'a pas eu d'autre choix que de s'exiler en France, où il avait trouvé un emploi à Al Magharibia. Et c'est ainsi qu'il se retrouva parmi nous. Il rentrait souvent au pays, rendre visite à sa famille. Pour lui, ses ennuis étaient terminés. Et il attendait avec impatience son procès, celui qu'on lui avait promis, pour être remis dans son droit. Il attendait le procès et le verdict pour exiger des excuses publiques, pour le tort qui lui avait été occasionné, pour les 25 mois de prison qu'il avait passés, pour l'emploi qu'il avait perdu, pour les dommages divers et variés qu'il avait subis, pour l'exil forcé qu'il a dû subir. Il était sûr, nous en parlions récemment avec lui, il n'y a pas longtemps, d'obtenir des excuses et même une réhabilitation en bonne et due forme.
D'ailleurs, je lui ai même posé une question un jour, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas demander comme dommage et intérêt? En rigolant. Quand il se retrouva face au juge hier seulement, 5 février, il était confiant. Il échangeait avec nous, depuis son téléphone. Quand il entendit le procureur requérir 20 ans de prison, il comprit alors qu'il était redevenu une cible. Mais que cette fois-ci, il n'allait pas payer pour Aboud Hicham, mais pour El Magharibiya. Oui, notre confrère est en prison parce qu'il est l'un des meilleurs journalistes d'Al Magharibiya. Et il pourra compter sur nous et sur tous ceux qui savent combien El Magharibiya est à leur côté pour nous mobiliser tous ensemble pour alerter le peuple algérien, les opinions publiques internationales et le monde entier sur ces très graves violations du droit commises par un des régimes les plus sournois qui puissent être. Affaire Abdelhay Abdessameh, El Magharibiya, de nouveau ciblé. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici Saïd Aknin avec nous, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Jamel Din pour l'invitation. À côté de vous, Iskandar Debbash, mon ami Iskandar, militant politique. Iskandar, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et notre ami Hassan Hiresh, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Et merci de nous donner l'occasion d'être solidaire avec Abdelhay. Merci beaucoup. Alors, au téléphone, et nous allons d'ailleurs commencer avec lui, par lui, Hamid Morsli, avocat, collectif des avocats pour le changement et la dignité. Hamid Morsli, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Khair, Jamal, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et de nous donner aussi l'occasion pour nous exprimer sur le cas d'Abdessameh. Eh bien justement, alors je vous laisse vous exprimer. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Alors, en ce qui concerne l'affaire d'Abdessameh, il est une des victimes de plus qu'il faudrait inscrire au registre noir de ce pouvoir que, à mon avis, rien n'a changé depuis la nuit des temps. Après une année de révolution, qu'on s'apprête à célébrer la première marche populaire du 22, ou bien notre première marche du 28 février, parce que nous, les collectifs des avocats de Tizi Ouzou, on a appelé à la première marche nationale des avocats. Pourquoi? Parce que nous, on est certain que la libération de la justice va mener à la libération du pays. Quand on a vu les juges sortir pour crier haut et fort le ras-le-bol des coups de téléphone et de la justice aux ordres, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, on a vu dans leur mouvement de colère une issue favorable à notre révolution. On a pensé réellement et on a cru réellement que l'Algérie va se faire délivrer pour une fois pour toutes de tous les pressions subies justement par les juges et aussi voir notre révolution aboutir. En ce qui concerne le cas d'Abdessameh, longtemps le système algérien a utilisé les forces de l'ordre, la police judiciaire, les juges, la justice, le procureur, afin d'assouvir je dirais, ses vœux de faire taire tout le monde. Maintenant, faire taire un simple citoyen ou faire taire quelqu'un qui réclame
des droits n'est pas la même chose faire taire quelqu'un d'une importance comme Abdessamir. Abdessamir, c'est un journaliste, et on le sait tous, qu'un journaliste, c'est le symbole de la liberté d'expression. La liberté d'expression qui est chère à nous, et on le sait très très bien, le prix payé par ces journalistes, justement, durant la décennie noire. Et on continue encore à constater ce que subissent les journalistes comme répression. Ceux qui sont tués par les terroristes ont eu une chance, en quelque sorte, de ne pas voir ce que subissent les vivants. Oui, dans notre Algérie, le mort vaut mieux que celui qui est encore en vie. Abdessamir a été victime d'une instrumentalisation de la justice, victime d'un acharnement. Eh bien, justement, Hamid Morsli, pardonnez-moi de vous interrompre. Moi, j'ai une question à vous poser. Parce qu'il y a des moments où il faut essayer de comprendre. Il y a des moments où les gens doivent faire un choix. On ne peut pas tenir le bâton par le milieu, comme on dit, nager entre deux eaux, il y a des moments où il faut se démarquer. Or, ce que nous ne comprenons pas, venant de la justice algérienne, ça veut dire des magistrats algériens. Vous savez que le procureur de la République a requis 20 ans de prison contre Abdessamir et qu'il a été condamné, et qu'un juge l'a condamné à 3 ans pour un délit qui n'existe pas, parce qu'il a été accusé d'avoir aidé Aboud Hicham à quitter le pays. Or, Aboud Hicham a quitté le pays avec un passeport algérien sur lequel il y a le cachet de la police des frontières. C'est clair, donc le délit est faux. Le chef d'inculpation. Le problème est que nous ne comprenons pas que cette chance historique que le Hirak, que la révolution du 22 février a donné aux magistrats, cette occasion en or de pouvoir arracher leur indépendance et de ne pas attendre qu'on la leur offre sur un plateau d'argent. Cette magistrature, dont une grande majorité est corrompue jusqu'à l'os. Tous les Algériens le savent, tous les Algériens. Il n'y a pas un Algérien qui ne sait pas que la majorité des magistrats est corrompue. Mais il reste une minorité de magistrats qui sont intègres et qui ont beaucoup souffert de la situation et qui continuent de souffrir de cette situation. Alors la question que je vous pose, Maître Morsli, pourquoi cette justice ne se saisit-elle pas de cette opportunité historique pour arracher son indépendance? Pourquoi qu'ils ne font pas une grève générale jusqu'à ce que leur indépendance soit proclamée et qu'enfin ils puissent rendre justice et ne pas envoyer des innocents en prison comme ils viennent de le faire avec Abdelhaï Abdessamir? Je crois, c'est mon avis, je crois que le problème il est bien plus profond que ça. Quand on parle de l'indépendance de la justice, automatiquement ça nous renvoie à l'un des principes les plus fondamentaux d'un état de droit. Et ce qui nous pousse aussi à parler de la séparation du pouvoir qui devrait être concrétisée par la Constitution, qui est l'acte de naissance de la République. Maintenant, quand on voit la Constitution actuelle et selon l'avis de tout un chacun et même ceux qui sont au pouvoir actuellement, reconnaissent qu'elle est obsolète, qu'elle est limitée, qu'elle a été violée à maintes reprises. Cette Constitution-là, ceux qui l'ont fait, on a fait appel à eux une autre fois pour qu'ils nous préparent une autre Constitution, qui certainement va être identique à la première. Maintenant, le problème, il est bien plus profond dans ce genre de décision. Quand on sait que la Constitution ne peut pas tracer la République, la voie que doit mener la République avec les mêmes personnes qui étaient dans l'autre Constitution. Il nous faudra d'abord transiter, il faudra passer par une période de transition pour pouvoir élaborer la meilleure Constitution qui va nous dessiner les limites de la nouvelle République. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Hassan Hirsch, avant d'arriver à l'affaire Abdessamir, c'est vrai, l'invité vient de le dire, Hamid Morsli, c'est beaucoup plus profond que ce que j'ai dit. Mais en fait, il s'agit de séparation des pouvoirs. Et la justice a, dans cette situation que vit l'Algérie en ce moment, une chance en or de pouvoir arracher cette indépendance et consacrer de fait
cette séparation du pouvoir, ne serait-ce que celle de la justice d'avec l'exécutif. Pourquoi ne profitent-ils pas de cette occasion, ces magistrats, comme cette initiative du club des juges, des 1000 juges, qui ont essayé mais qui ont été réduits au silence? Parce que j'ai l'impression que le pouvoir algérien est un corps malade. Un corps malade au sens comme de la médecine, donc avec l'économie, l'école, les machins, mais aussi au sens psychiatrique. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation un peu bipolaire du pouvoir. Et les gens qui décident aujourd'hui, et depuis d'ailleurs pas mal de décennies, sont dans cette situation parfois euphorique. Ils vont décider des choses qui vont paraître extraordinaires. Ça y est, on va faire une nouvelle constitution, on va relâcher les prisonniers, on va donner la liberté de la presse, on va faire ceci, cela, etc. Et puis, paf, d'un coup, le couperet tombe, on retrouve dans une situation dépressive, comme vraiment le malade, le bipolaire. Et à ce moment-là, effectivement, on a à faire face à leurs élucubrations, à leurs fantasmes, à leurs maladies répressives, etc. Et donc, ils vont aller tous azimuts, montrer leur force, montrer qu'après avoir été sauveurs, et ben, maintenant, ils vont être bourreaux. C'est un scénario qui a été décrit par la psychiatrie américaine, avec notamment le célèbre psychiatre Eric Berne. On se retrouve là dans une espèce de triangle, et là, on retrouve les deux phénomènes. D'un côté, on vous dit, c'est la grâce, on va sortir des gens, même Belarbi est sorti acquitté, etc. Pendant que d'autres procès, pendant qu'on arrête d'autres gens, pendant qu'on arrête justement un journaliste del Maghribiya qui n'a fait que reporter tout simplement au peuple algérien ce qui se passe. Voilà, avec tout l'objectif, il n'a jamais insulté personne, il n'a jamais calomnié personne, il a été d'un professionnalisme exemplaire, je le dis devant les téléspectateurs, je sais que je n'ai pas honte de dire ça, au contraire, je suis fier de parler de lui, d'Abdelhaï, que j'ai eu la chance de connaître ici. C'est quelqu'un qui a la conscience professionnelle, et puis là, encore une fois... Qui est parmi nous le plus professionnel. C'est quelqu'un qui a fait l'école de journalisme, qui a travaillé en tant que directeur. C'est un journaliste, digne de ce nom. C'est un journaliste, voilà, contrairement à moi, par exemple, qui me permet certains écarts, parce que moi, je ne me considère même pas comme journaliste. Certains écarts de langage, je sors du cadre, généralement. Un journaliste, il a le droit aussi de taper sur la table. Mais lui, il est très conformiste, très calme, il reste dans l'éthique journalistique. Ouais. Il ne sort jamais d'un cadre de langage très correct, et c'est sur lui que ça tombe. Voilà, donc pour moi, si je devais faire vraiment une analyse, ça serait celle-là. C'est-à-dire c'est un vrai cas psychiatrique parmi les gens qui nous décident. Ce n'est pas parmi les gens qui nous décident, le système qui... Parce que autant le système algérien est multicéphale, il y a plusieurs clans, décideurs, etc., autant il est bipolaire. Et donc... on se retrouve bipolaire comme ça, dans le sens psychiatrique. Vraiment. C'est-à-dire on va se retrouver dans une période d'euphorie et puis paf, c'est la chute. Saïd Knine, sur ce sujet, avant d'en arriver au cas Abd Sameh, sur ce sujet de ces magistrats qui continuent d'être les outils, les instruments d'un régime haïssable, très largement décrié par la totalité des Algériens, dont tout le monde sait que c'est le repère des grands corrompus, dont tout le monde sait que ce sont des nervis, je m'excuse d'user de tels mots, au service de despotes et qui fonctionnent à l'injonction téléphonique. Tout le monde le sait. Pourquoi ces magistrats n'essayent-ils pas, je parle des magistrats honnêtes, n'essayent-ils pas d'imposer quelque chose, de faire une grève, un coup de force, de sortir dans la rue, l'essentiel, d'arracher cette indépendance plutôt que d'attendre qu'elle leur soit consentie? Encore une fois, merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs. C'est un honneur et un bonheur d'être avec Dahsen. Merci. Et mon grand ami, mon grand frère, M. Bach, sincèrement. Grand dans tous les sens du terme, y compris par la taille. Et surtout, grand, et surtout le combat. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On a longtemps médité, Skandar et moi, bien avant le Maghribiya. On a battu le pavé
à Paris, dans des manifestations, on s'est réunis, on a écrit ensemble dans des blogs et d'autres. Ouais. Donc, je commence. Aujourd'hui, j'ai perdu un ami Ah, de l'Harrach, du quartier des Dunes, Mohammedia, Moumouh Badji, qui m'a dit une phrase au mois d'août quand je l'ai rencontré à Alger. C'est un homme qui n'y croyait plus, dentiste de formation, suite à un certain nombre d'aléas de la vie, dont la perte de ses 8 membres de famille lors du séisme de 2002. Il m'a dit une phrase qui, à chaque fois, je repense à cette phrase, surtout dans les moments de doute. Il m'a dit, tu sais, avant le 22, je n'y croyais pas. Depuis le 22, l'espoir revient, renaît en moi. Il n'a jamais raté ni un vendredi, ni un mardi. Et pour ma part, c'est l'incarnation de l'espoir et de cette Algérie nouvelle qui va naître. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis. Nous aussi. Ça me touche vraiment. Le système est un corps malade. Hassan l'avait dit. La justice, elle ne peut pas être un élément, un bras dans un corps malade. Maître l'avait dit tout à l'heure, il faut un état de droit pour construire. Maintenant, effectivement, il y a ce qu'on appelle la volonté individuelle d'y aller vers la construction des synergies afin de se soustraire aux pesanteurs, de se soustraire à un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, individuellement, les juges sont tenus. Il y a, pour certains, la fiche bleue. On n'intègre pas un enfant du peuple qui a été sensible aux questions du peuple, qui a été sensible à la souffrance, et la suite de la sensibilité de la souffrance, c'est la mobilisation sociale et sociétale. La fiche bleue, c'est celle qui consiste, c'est celle qui a remplacé d'ailleurs l'article 120 de leur constitution. C'est une enquête du DRS avant les nominations. Exactement. Aucun décret ne pouvait être signé sans la fiche bleue du DRS. Exactement. Pour dire « OK, vous pouvez signer ». La justice, elle est héritière de 2 états d'esprit. Celui de la dictature et des lois de l'oppression de la dictature et celle de l'anti-peuple et des lois d'exception de 1992. À mon sens, aucun des juges n'a dénoncé la justice d'exception, les camps de concentration, les expéditions punitives, les dépassements de la loi qui ont coûté la vie à 200 000 personnes et qui ont fait disparaître 20 000 Algériens et Algériennes pour lesquels nous luttons aujourd'hui pour la vérité et la justice. Ils avaient essayé, nous y avons cru, nous avons vu, le peuple a tendu la main, jusqu'au jour où on a entendu des déclarations et leur contraire. Et nous avons dit, celui qui veut réellement libérer l'institution et être du côté du peuple, le mardi et le vendredi doit être du côté du peuple. Simple comme équation. Il y a une minorité. Cette minorité, elle doit dépasser un certain nombre de choses, une frontière psychologique. Elle doit dépasser la condition sociale. Elle doit faire comme ces 2 policiers, celui de Chlef et celui de Béjaïa, qui ont eu ce courage, cette dignité de dire « je préfère manger des pierres que de vivre indigne ». Et justement, Saïd, vous avez parlé de ces 2 policiers, vous avez parlé tout à l'heure de synergie. Ça veut dire d'énergie qui conflue, qui converge vers un même but pour pouvoir être plus forte. Tout à fait. Puisque vous parlez de ces policiers, vous rejoignez exactement ce que je voulais
avoir comme réponse. Pourquoi n'y a-t-il pas une synergie autant dans la police, dans la justice, dans tous ces corps annexes du régime qui l'aident à être ce qu'il est, qui le fortifient? Pourquoi ne rejoignent-ils pas la révolution? Les magistrats, les policiers et les cheminots et les autres. Pourquoi, en tant que corps constitué, ne rejoignent-ils pas le mouvement populaire? Mouhbadji me disait avant le 22, je n'y croyais pas. Depuis le 22, j'ai de l'espoir. Le temps révolutionnaire est un temps lent. Il est vrai qu'il y a certains pour des raisons sociales. Pour des raisons sociales, parce qu'ils pensent plus au pain, au lait, aux besoins primaires de leurs enfants. C'est la villa, aux vacances. Je ne parle pas des juges, je parle des policiers, parce qu'on parle de synergie globale. J'ai l'espoir de les voir tous un jour. Militaires, officiers de l'armée, policiers. Comme la société a fait tomber le mur de la peur. Aussi, dans toutes ces corporations, il viendra le jour où le mur de la peur et aussi celui du chantage, parce que le plus dur encore pour les juges, il y a certains, ils sont tenus par des dossiers. Certains, on leur fait du chantage. Mais ceux qui... Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que les corrompus sont plus nombreux que les intègres? Il est fort probable. C'est pour ça que les plus intègres doivent très vite quitter cet espace ou du moins se mettre du côté du peuple. Comme ça, on saura qui est qui. Justement, au nom de l'intégrité, au nom de l'honnêteté, au nom de la sincérité, au nom de la dignité, ces hommes, ces femmes doivent dépasser leur situation et rejoindre leur berceau naturel. Iskandar Debache, même question. Vous savez, Jamal, tout à l'heure, vous avez utilisé une expression qui m'a un peu interpellé et qui est géniale en même temps. Vous avez, concernant justement l'arrestation et la condamnation de Abdelhai, vous avez utilisé l'expression sans autre forme de procès. Oui. Ce qui nous renvoie à un système d'une époque bien connue au Moyen-Âge où la lettre de cachet était érigée en système judiciaire. Absolument. Enfin, une situation... La lettre de cachet, c'était la lettre par laquelle le roi embastillé, ça veut dire envoyé à la Bastille, qui était la prison, sans aucune explication. Voilà, il suffisait qu'il signe cette lettre, qu'on disait lettre de cachet, que la personne soit mise embastillée à la Bastille. Il y en a certains qui sont restés 50 ans, 60 ans, ouais. Sans même voir la lumière du jour. Et je vous laisse poursuivre. Et ce qui se passe dans le corps des magistrats en Algérie, j'ai vu ça dans une autre institution, déjà en 92, avant de quitter l'Algérie, c'est qu'il y a une ambiance délétère. Il y a une ambiance, il règne dans le corps des magistrats une ambiance véritablement délétère, où non seulement il faut faire allégeance au pouvoir, mais encore faut-il aussi le démontrer. Il faut le montrer qu'on fait allégeance au pouvoir. Par le verdict. Par le verdict. Par la sévérité du verdict. Et quand on ne trouve pas de... Vous savez, Jean de La Fontaine ne disait pas seulement sans autre forme de procès, il disait aussi, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, ou donc quelqu'un détient. C'est-à-dire, voilà, ou donc quelqu'un détient. C'est-à-dire, il fallait n'importe quoi, sortir n'importe quoi. Alors, on a sorti démoralisation des troupes, atteinte au moral des troupes, mais vraiment des verdicts hallucinants qui n'ont jamais existé dans le droit algérien. On a sorti n'importe quoi pour inculper les gens, pour les mettre en prison. Justement, c'est intéressant. Tout à l'heure, on va parler de cette histoire d'atteinte au moral des troupes. Ça vaut le détour. Ouais, ça vaut je vous laisse poursuivre. Je note. Ouais. Et voilà donc ce qui se passe actuellement en Algérie. Pourquoi n'y a-t-il pas cette synergie dont parlait Saïd, de corps constitués à l'intérieur desquels se naîtrait une sorte de résistance qui irait dans le sens du Hirak pour se libérer. Et ça nous permettrait de libérer la justice,
libérer. Jamal, Ça fait rire, hein? Vous l'avez dit Je vous-même. suis trop naïf, hein? Attends, vous parlez de synergie. Oui. De synergie, mais vers quoi? Vers le mieux, Vous l'avez vers le défini meilleur. comme comme La convergence, la convergence des volontés. des aspirations Des du peuple. aspirations et des volontés. C'est ça la synergie. Donc, nous sommes dans un corps où l'ambiance est délétère, où tout le monde se méfie de tout le monde. Où Mais avec tout le le monde... Hirak, ça a changé quand même. Le hirak concerne la population, oui, mais mais- pas les instruments du Oui, pouvoir. mais la population, elle peut forcer le destin. Elle peut imposer sa volonté. La preuve, aujourd'hui, on a 2 ex-ministres en prison. Ce n'est pas Gaït Salah qui les a mis en prison. C'est la volonté du peuple. Il y a une trentaine de gens qui des pourris aussi, autant l'un que l'autre, qui sont en prison. C'est le peuple qui a fait pression et qui les a poussés à s'entre-dévorer, à se jeter les uns les autres en pâture pour faire oublier leurs propres méfaits. Et ça, c'est un résultat. Ben justement, justement. Et là, ça touche dans le corps de la magistrature, on n'y est pas encore. C'est-à-dire, on ne sont pas dans une situation où il pourrait y avoir encore une synergie qui pourrait, c'est-à-dire, ouvrir la voie à une véritable justice. Là, on est. Et on ne peut pas rêver. On peut pas rêver de On dire peut rêver. ah, Ce si n'est les pas juges interdit. sortaient demain et Ce qu'ils n'est disent pas- non, moi je ne rends pas la justice par téléphone, moi je suis le juge du peuple. Ce n'est pas interdit, il n'est pas interdit de rêver, mais bon, Rêvons alors. on peut rêver, il n'y a pas de problème. On peut rêver. Mais là, on est dans comme un il le système- dit lui. On peut rêver. On peut rêver, il n'y a pas de problème. Vous Mais savez, on a eu l'indépendance parce que c'était un rêve. Ouais, Réinventons voilà. le rêve algérien. Voilà. Et la jeunesse est en train de le faire. Oui, mais encore faudrait-il que vous savez, pendant... Bon, c'est vrai que pendant la guerre de libération, l'équation se posait différemment. Hein. On n'avait pas affaire... On avait affaire à un système qui était froid, un pouvoir qui était froid, qui calculait, qui était sûr de son bon droit parce qu'il, soi-disant... Qui est presque impersonnel. Hein, qui était presque impersonnel. Des hommes comme Bijar ils se disaient comme étant les maillons d'un système. Ouais, Les maillons de tout un engrenage, que lui n'était pour rien, il était une arme. Et On que l'a formé l'engrenage, pour ça. il continuerait à fonctionner malgré la disparition de l'un ou de l'autre. Absolument. En Algérie, non. En Algérie, il faut montrer son allégeance, prouver son allégeance. Tous les jours. Tous les jours. Chaque jour Sur que le Dieu dos fait. du pauvre peuple. Je me rappelle en 92, déjà au musée de l'armée où je travaillais, il fallait montrer qu'on était avec le système. Eux, ils disaient, il y a nous, les militaires, et eux, le peuple. Vous avez vu ces militaires quand Gaït Salah faisait son discours, qui étaient en train de noter comme ça. Oui. On voyait certains noter avec zèle, ils faisaient même ça. Ah, ça m'est rêvé. Alors, nous allons voir quelques images de Abdelhaï Abdessameh, puis nous allons parler de son affaire. بيها في بلادنا ما تنفسوش في بلادنا ما نهضروش ديروا لنا الكمامات حابين عداله استقلاليه العداله في الجزائر يونماغ من الواسطه يونماغ بهذه التعليمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم. مقارنة إلى مثلا دول أخرى في 2017 في الانتخابات الفرنسية الرئاسية الفرنسية كان عدد مقارب لهذا العدد، يعني تقريبا 50 مرشحا قد تقدموا وليس ترشحوا. أن تدرك الطبقة السياسية ومن خلال نتائج الدور الأول من الرئاسيات أنها على محك تاريخي أمام الناخبين، وأنها أمام حدث مفصلي في تاريخ تونس قد لا تستمر بعده إطلاقا. الصحفي الكاتب والصحفي المغاربية عبد الحي عبد السميع يرافقني في هذه الحصة. أستاذ عبد الحي مرحبا بك. مرحبا بك ناصر، مرحبا بمشاهدينا ويعني نرحب بهم دائما. لم يحدث شرخ في السلطة وإنما يتحدث ضيفنا عن الانتخابات في الديمقراطية العتيقة والعريقة، وكأنه يقصد أن الشعب الجزائري هو من يختار حتى رئيس الجمعية أو رئيس البلدية، ناهيك عن رئيس حزب أو رئيس الجمهورية. ياسر النجار يبدو أن مصالح بشار الأسد الآن أصبحت غير متوازنة، وأن وجوده أصبح متعلق بكثير من المعطيات بحيث أننا أصبحنا نتحدث عما بعد بشار. ما أشار إليه الضيف فيما يتعلق بدخول روسيا للملف الليبي من السابق لأوانه الحديث عن وزن حقيقي لروسيا في هذه المسألة سواء اقتصاديا أو سياسيا. تغطية متواصلة.
Abdelhaï Abdessameh, c'est son prénom Abdessameh, son nom de famille Abdelhaï, il est de Tébessa. Moi, je l'avais connu dans les années, fin des années 90, à la radio de Tébessa. Il était journaliste, puis directeur de la radio. Et il collaborait aussi à plusieurs titres. Il écrivait souvent en arabe. Il maîtrise très bien la langue française, l'anglais. C'est un garçon très, très, très sérieux. Il a quasiment un comportement quasi monastique. Un boulot, dodo, sérieux. Il est très respectueux de l'ordre établi, de l'ordre d'une façon générale. Même quand il fait de l'opposition, il le fait avec une certaine éthique. Il est très, très respectueux des règles et des lois en général. Et donc, son affaire, c'est quoi? Je rappelle, il travaillait dans les journaux de Aboud Hicham, mon journal, les Jalidati. Il collaborait en même temps qu'il était directeur à la radio. Et donc, Aboud Hicham, qui a eu maille à partir avec le régime à l'époque, et il a voulu quitter le pays. Il a peut-être eu peur de passer par l'aéroport d'Alger. Il a préféré partir par Tébessa, la frontière. Mais il est passé par un poste frontière. Il n'a pas pris des chemins détournés. Mahargch, comme on dit nous. Il est passé par un papiste et un douanier. Ils ont examiné ses papiers, ils ont fouillé ses bagages, ils lui ont mis le cachet de la République algérienne sur le passeport. Il est rentré en Tunisie. Puis de Tunisie, il est venu en France, même chose, à travers la PAF, la douane tunisienne, le plus normalement du monde. Quand Saïd Bouteflika a appris que Aboud Hicham avait quitté le pays, il est rentré dans une colère rouge, comme on dit nous en arabe. Alors là, il a demandé des limogeages, des têtes, des limogeages et des emprisonnements, tous ceux qui l'ont aidé. Ils sont allés le voir et lui ont dit non, il n'a été aidé par personne. On n'a pas eu la présence d'esprit, on ne savait pas que vous ne vouliez pas qu'il parte, de le mettre sous ISTN, tout simplement. On lui aurait mis l'ISTN et on lui aurait retiré son passeport. Donc, il ne peut plus partir. Mais nous, on ne pensait pas que vous ne vouliez pas qu'il parte. Il a dit non, moi je veux rien savoir, moi je veux des têtes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté, paraît-il, un policier. Le policier leur a dit la même chose. Pourquoi vous voulez que moi je prévienne le commissaire ou le wali ou le ministre? C'est un citoyen qui est sorti avec son passeport, il n'a pas d'ISTN. Interdiction de sortie du territoire national. Donc c'est pas mon problème. Ils l'ont mis en prison, ils ont mis quelqu'un d'autre en prison, ils ont muté, affecté quelques-uns. Fort heureusement, le wali et certains, le chef de sûreté et tout, l'ont échappé belle. Et Abdessameh Ben Yerdouh, comme il était journaliste, comme il était à Tébessa, comme il travaillait à Jalidati, ils sont allés voir dans son historique téléphonique, ils ont trouvé un appel de Aboud Hicham. Ah, ils ont attrapé le lion par l'oreille. La preuve de votre connivence avec... Mais quoi connivence? C'est mon directeur du journal, il m'a appelé. Il l'envoie chez le procureur qui le met en prison. Il y reste 25 mois, 2 ans et 1 mois. Entre-temps, les choses ont changé. Aboud Hicham s'est peut-être rabiboché avec Saïd ou je ne sais quoi. Ça s'est arrangé, en tout cas. Donc, Abdelhaï a été relâché. Il est rentré chez lui. Après, il n'a pas trouvé de boulot. On n'a pas voulu le réintégrer à son poste. On a voulu le recruter nulle part dans la presse algérienne. Il a dû s'exiler, venir ici à Paris, où le Magharibi l'a recruté. Et depuis, il a eu des assurances que tout se passerait bien. Il rentrait régulièrement, quasiment tous les mois, tous les 2 mois. Et il était sûr d'une chose, il m'en a parlé à moi-même, c'est que son procès, non seulement, quand il aurait lieu, non seulement il allait être acquitté, ça veut dire on allait reconnaître qu'il a passé 2 ans et 5 mois, 25 mois en prison pour rien, mais qu'ensuite ce procès lui permettrait de se faire réintégrer dans son emploi et ça lui permettrait d'obtenir des dommages et intérêts et d'exiger une réhabilitation officielle. Lui, c'était ça qu'il attendait. Il était au tribunal et il entend le procureur requérir 20 ans de prison. À ce moment-là, il a compris. Il a commencé à envoyer des SMS à Houssine Ghasmi
pour lui dire, ah non, ça va mal tourner, ça y est, il y a quelque chose qui est tombé, ils ont décidé, je ne vais pas sortir libre. Il a su avant même le verdict. Ah oui. Skander tout à l'heure... Et il a oui. été condamné à 3 ans de prison. Comme il a fait 25 mois, il lui reste 11 mois à accomplir. D'accord. Je vous laisse la parole. Tout à l'heure, Skander Debache, quand il a parlé de Jean de La Fontaine, Oui. immédiatement, j'ai pensé, quand tu parlais de la lettre du cachet, j'ai pensé à Louis XIV. Louis XIV était un ami de Nicolas Fouquet. Fouquet était un... Le fameux chef de la police. Non, pas c'était le bourgeois de l'époque qui allait être pratiquement son premier ministre. Il était sur le point de remplacer, comment il s'appelle, le cardinal de l'époque, etc. Et puis il l'invite à une soirée, il invite plein de gens, la bourgeoisie de l'époque, l'aristocratie, etc. Et puis Louis XIV a vu qu'il était trop aimé, Nicolas Fouquet. Et il avait un palais qui surpassait là, celui côté du roi. pas loin de Melun. Oui. Et d'ailleurs, c'est de ce palais-là qu'il s'est inspiré pour faire construire Versailles. Oui. Et Nicolas Fouquet soutenait Jean de La Fontaine. C'était le mécène de Jean de La Fontaine. C'est lui qui lui donnait de l'argent, le nourrissait, etc. D'accord. Oui, c'est pour ça que... Et du jour au lendemain, après la soirée, passé chez lui, il l'envoie en prison dans les Alpes. Et il le laisse mourir de faim et de soif, comme c'était le cas de Jugurtha à Rome pendant la période romaine. Absolument. Donc, ça me rappelle donc, les décisions de monarques. C'était à peu près la même chose aussi avec Hassan II, la famille Oufkir. Oui. Quand Oufkir a été assassiné, qu'est-ce qui s'est passé? La femme et les enfants d'Oufkir ont été reçus par Hassan II. C'était sa famille, ses enfants, etc., etc. Et hop, du jour au lendemain, il a décidé que finalement, non, qu'il fallait prendre la revanche, y compris vis-à-vis de la famille. Et donc, le plus jeune, il n'avait que quelques mois. Ils ont passé des années et des années dans Tazmamart, dans des camps de concentration. Invraisemblable, pas possible, inhumain, totalement inhumain. Pour que chacun sache ce qu'il en coûte de toucher aux intérêts. Voilà, c'est-à-dire que quand il n'y a pas la justice, du jour au lendemain, effectivement, n'importe quel monarque ou petit monarque peut décider du sort d'un Algérien, d'un journaliste, d'un médecin, d'un juge. En toute impunité. Voilà, d'un citoyen. En toute impunité, effectivement, sans aucun fondement juridique, sans qu'il y ait aucune loi à la rescousse de leurs décisions. Hassan, justement, comment ces juges font-ils pour rendre des verdicts sur des chefs d'inculpation qui n'existent pas dans le droit pénal? Je vais vous donner un exemple. Les drapeaux Amazigh. Les jeunes qui... je ne dis pas que je suis pour ou que je suis contre, je suis objectif. Supposons que je n'ai rien à voir. Avec recul. Okay. C'est des gens qui ont un drapeau à la main, on les attrape, on les emmène au commissariat, on les présente au procureur. Le procureur, normalement, ou le juge d'instruction, il ouvre son code pénal pour trouver la qualification du chef d'inculpation. Il y a 2 juges qui l'ont fait. Qui ont refusé de les inverser. Refusé parce qu'ils n'existent pas. Voilà. Port du drapeau Amazigh ou même port d'un drapeau étranger. C'est ça. Ça n'existe pas. Donc, le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, allez faire cette loi dans votre Parlement, et quand vous ferez la loi, vous amenderez le code pénal, ramenez-la moi je vais le condamner. Mais je ne peux pas condamner ce monsieur sur la base d'un chef d'inculpation qui n'existe pas, d'un délit ou d'un crime qui n'existe pas, qui n'a pas été qualifié. C'est ça. Alors, comment ils font, Hassan Herj? Sur le plan de la loi, et après nous allons demander à l'avocat. C'est ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a pas la loi, c'est tout simplement des troubles d'humeur. Parfois, on est objectif, etc. C'est pas plutôt l'injonction Mais ça fait partie. D'accord. Parce que c'est les troubles d'humeur de celui qui téléphone
elle est répercutée par celui qui reçoit le coup de fil. Parce que, en toute dignité, il peut dire, écoutez, s'il vous plaît, ne me faites pas faire ceci, ne me faites pas décider cela. À la limite, ce n'est pas possible légalement. Ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire. Il peut tout à fait refuser en prenant des gants, etc. Mais il y a eu quand même 2 juges qui ont eu le courage de dire non. Non seulement ils ont acquitté les porteurs de drapeaux, ils leur ont mais rendu, ils leur ont rendu le drapeau. Donc, parce qu'ils ont dit, il n'y a pas de délit. C'est dire qu'il est toujours possible, effectivement, d'avoir un comportement digne. Alors, Hamid Morseli, je suis tenté de vous poser la même question. Comment font ces magistrats, sur le plan du droit, sur le plan des procédures, pour rendre un verdict sur la base d'un délit ou d'un crime qui n'existe pas, qui n'est pas qualifié dans le droit pénal, dans le code pénal, je veux dire, pardon. Tout d'abord, avant d'arriver au verdict, il faudrait qu'on parle en ce qui concerne la poursuite. Vous avez donné l'exemple du drapeau Amazir. Moi, je vais vous faire rappeler juste ce qui s'est passé au mois de juin de 2019. L'histoire du drapeau Amazir, elle a été interdite par décision du chef des corps de l'armée. Et qu'il a été dit dans un discours que ceux qui prennent des drapeaux autres que le drapeau algérien seront emprisonnés. Et c'est une décision qui a été appliquée. Là, on va dire que le juge qui a pu, ou bien plutôt le procureur qui a entrepris une poursuite contre quelqu'un qui a pris un drapeau Amazir, a été instruit par le chef des corps de l'armée et non par le code pénal. Là maintenant, s'exécutant à une décision du chef des corps de l'armée, va nous faire parler de ce que j'ai entamé tout à l'heure pour vous expliquer l'histoire de la séparation des pouvoirs. Quand j'ai entamé l'analyse pour vous expliquer qu'une justice indépendante démarre tout d'abord par une séparation des pouvoirs, quand on sait que le ministre de la Justice et le président du Conseil national des magistratures, ça veut tout dire. Que le pouvoir exécutif détient avec une main de fer le Conseil de magistrature, qui est un organe très très important en ce qui concerne la gestion de toutes les affaires des magistrats. Et par là, on va comprendre que le pouvoir exécutif s'ingère dans les affaires du pouvoir judiciaire, et par conséquent, on va prendre ce qui a été dit par la plupart des magistrats qui ont dénoncé les coups de téléphone. Ça pourrait s'expliquer de cette façon-là, que les juges qui ont fait, les procureurs d'abord qui ont fait la poursuite, ont subi une pression, des ordres par téléphone, de pareil par les magistrats qui ont pu rendre des décisions de condamnation des délits ou bien de crimes qui n'existent pas dans le code pénal ou même la poursuite dans le code des procédures pénales. On va dire que c'est des décisions qui ont été prises par le pouvoir exécutif et dit le pouvoir judiciaire. À mon avis, ça s'est passé comme ça. Alors, une question avant de vous libérer, sur laquelle nous allons débattre ici aussi. Cette histoire d'atteinte au moral des troupes qui pose vraiment question, y compris à l'international. C'est quoi ces troupes sur lesquelles une simple déclaration d'un simple citoyen peut démoraliser? Est-ce que vous pouvez nous dire et puis c'est une inculpation dont se sert allègrement et très généreusement le régime pour faire condamner des gens qui font de la politique. La seule institution qui est restée debout en Algérie, c'est l'institution militaire. On le sait très bien que d'après l'article 28 de la Constitution, l'institution militaire elle est garante de la sécurité nationale entière. Maintenant, il est facile d'accuser quelconque de s'attaquer à l'armée et de le condamner même par l'opinion nationale. L'histoire d'atteinte au moral de l'armée est une insulte en elle-même
à cette armée qui est classée 25e ou 26e à l'échelle mondiale. C'est une insulte au bon fonctionnement de l'armée en elle-même. Ce n'est pas ceux qui portent des critiques envers l'institution militaire qui touchent au moral de l'armée, mais c'est bien l'inculpation qu'on leur donne comme étant un simple discours d'un simple activiste politique ou bien de la révolution qui pourrait atteindre un moral d'une armée aussi puissante que la nôtre. Merci beaucoup, Hamid Morsli. J'ai été ravi de vous recevoir. Au plaisir d'une autre émission, j'espère. Saïd Aknin, sur cette justice qui condamne des gens sur des chefs d'inculpation qui n'existent pas. Bien sûr. Comme c'est le cas de Abdessameh. Abdessameh est en prison après avoir été en prison 25 mois. Il doit encore purger 11 mois. Pourquoi? Sur un délit qui n'est pas dans le code pénal. Il n'existe pas. Si tu permets, juste tout à l'heure, Hassan avait parlé de la situation bipolaire. Simplement, cette bipolarisation n'est pas une situation... Bipolarité n'est pas une volonté personnelle, mais c'est construit dans des laboratoires. Le laboratoire, c'est ce qu'appelle Seligman la résignation acquise. Cette résignation acquise, ils veulent la construire à travers 3 leviers. Le doute, la désinformation et la désorientation. C'est pour cette raison que nous trouvons un foisonnement d'informations, que nous trouvons d'autres fois une décision et son contraire. C'est ce que nous vivons actuellement. Il libère et c'est pour désorienter. Et le génie populaire lui a trouvé le sens équivalent. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour arriver, avec d'autres instruments sophistiqués, arriver à la résignation acquise. Et pour revenir parce que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de revenir à l'avant 22. Qu'il y ait ce qu'ils appellent, eux, une indifférence, une dépolitisation, il y ait une non-implication de la société dans les affaires de la cité. Si tu permets, Djemeldine, Abdessameh, je l'ai connu. Nous connaissons tous le système. Le système qui, pour se pérenniser, tout à l'heure, M. Dbech avait dit quelque chose de très, très, très révélant de ce système. Quand il était dans le musée de l'armée, les militaires disaient « Hna huma », nous et eux. Ils croient que le pays leur appartient. Le commandement militaire s'en sert de toutes les institutions à son souhait. Et le cas d'Abdessameh, c'est un ami, c'est un homme qui a fait des études sur Edgar Morin. Oui. Un humaniste. Ah oui. Un humaniste. Ah oui, oui. Un humaniste. Il était très curieux de tout. Il est d'une culture... une culture phénoménale. Phénoménale. Il a la vérité dans le mot, l'éthique dans le métier, l'élégance dans les approches. Je me rappelle, j'avais signé un document, la subtilité raffinée avec laquelle il m'avait signifié qu'il ne partageait pas mon point de vue, m'a fait engager avec lui une discussion. Il m'avait convaincu que j'étais dans le tort. C'est une belle âme, oui, affable. Il ne nous a jamais quitté du sourire quand on rentre ici. On a toujours rigolé. Je ne crois pas, de par toutes ses qualités humaines, puisse, et son patriotisme qui dépasse de très, 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 très loin les manigances, de très loin, le patriotisme Taïwan, l'usurpation du concept de tout le commandement militaire réuni. Il est un patriote. Et je ne pense pas qu'il ait pensé, je ne vais pas dire agir, penser à un certain moment, agir contre le pays. C'est pour cette raison. Oui, il est multirécidiviste. Dans la quête de la vérité.
Abd Samir est assassin de tous les mensonges. Abd Samir est à condamner par une justice aux ordres. Mais Abd Samir est honoré par l'histoire et par le peuple. J'en témoigne de toutes ses qualités et de ses valeurs. Simplement, pour ceux qui n'ont point d'honneur, il y a point de valeur. Nous militerons, et ça c'est une promesse que nous faisons, à tous les hommes intègres, à tous les enfants du peuple, que nous militerons jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour qu'aucune injustice, qu'aucun Algérien ne subisse aucune injustice, avec toutes nos différences, telles qu'il soit arabe, qu'il soit kabyle, qu'il soit socialiste, qu'il soit islamiste, qu'il soit démocrate, il va être ce qu'il veut. L'injustice, elle n'a qu'un seul nom, et notre sang n'a qu'une seule couleur. Il va être libéré grâce à la mobilisation du peuple, bien que ils vont encore une fois jouer sur un certain nombre de situations, essayer de dénigrer. Nous savons qu'il est innocent. Le peuple a rendu le verdict et l'histoire va l'entériner. Iskandar Debbache, d'abord vous qui, avant de revenir sur Abd Samir, je salue Saïd pour ce fabuleux hommage qu'il vient de lui rendre. Merci beaucoup. C'est mon cœur qui parle. Ouais, je sais. Je connais vos relations avec lui, je connais. Je l'aime beaucoup. Iskandar Debbache, vous qui avez été officier de l'ANP, vous avez été militaire, qui avez eu un vécu très particulier. Qu'est-ce que vous inspire cette fameuse accusation d'atteinte au moral de l'armée? Pour des simples petites déclarations, l'armée algérienne est faible à ce point? D'abord, vous savez, c'est une armée, l'ANP, et là j'assume ce que je dis, hein. Ouais. J'assume personnellement ce que je dis. L'ANP, c'est une armée sans honneur. Attention, Iskandar, vous vous rappelez quand vous êtes rentré un jour en Algérie, qui vous ont ouais, enlevé à l'aéroport? Je reviens là-dessus. Attention, c'est une armée sans honneur qui un jour n'a pas hésité à tirer sur son propre peuple alors qu'elle était en charge de le protéger. On a vu les déclarations des uns et des autres, notamment le dernier d'entre eux, c'était Yasmina Khadara, quand il disait tous les massacres auxquels j'ai assisté ont été commis par des islamistes, etc. Alors, quelqu'un très intelligent lui avait répondu, alors pourquoi n'avez-vous pas intervenu? Parce que vous étiez capitaine de l'ANP. C'est une armée qui n'a jamais... Donc, et les officiers, vous savez, celui qui était sous-lieutenant... Ce n'est pas l'armée elle-même. Ce sont ceux qui la dirigeaient, qui étaient des hommes sans honneur. J'y arrive. Et qui étaient des hommes sans scrupules. C'est une armée qui a été expurgée de toutes ses composantes honnêtes. Le commandement de l'armée, vous voulez dire? J'arrive. Ouais. Le sous-lieutenant, le petit sous-lieutenant qui était en 94, qui était le petit tortionnaire de base, etc., il est maintenant général. Oui. Et aujourd'hui, ils sont liés par le crime. Ces gens-là sont liés par le crime, par ce qui a été commis de plus abject en Algérie, contre le peuple algérien. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, ils forment un corps homogène. Ils sont liés tous ensemble par le crime. Et ce qui arrive... Parce que j'ai entendu dernièrement des gens qui disaient « Oui, mais nous avons des cadres dans l'armée qui sont là, qui sont intègres et qui défendent les frontières. » Pourquoi n'ont-ils pas intervenu quand Saïd Bouteflika faisait la pluie et le beau temps en Algérie? Ils n'ont jamais intervenu. Ah oui, ils n'ont jamais pensé intervenir, alors que l'Algérie était la risée du monde entier. Était devenue la risée du monde entier. Et c'est là, justement, qu'il aurait fallu intervenir, alors qu'un Saïd Bouteflika se permettait de mener, alors qu'il n'avait aucune fonction au sein de l'État. Il n'était investi d'aucune... Juste pour mettre un bémol, moi je me rappelle de la déclaration d'un certain monsieur qui s'appelait Madani Mzarag, oui, qui a dit « J'ai égorgé un jeune appelé, quand je l'ai égorgé, il criait « Maman, maman, ya imma, ya imma », et j'ai toujours son Kalachnikov, il est chez moi. » Donc les militaires n'ont pas été seuls à tuer. Ils ont eu leurs complices islamistes aussi, terroristes. Madani Mzarag, entre autres. Madani Mzarag était mandaté par le DRS.
Oui, c'était l'ami de l'Hajj Ismaïl, comme il l'appelait lui. Ben oui, quand l'Hajj Ismaïl, comme il l'appelait. Il était au service. Et je me demande si ce n'est pas un ancien militaire lui-même, si ce n'est pas un ancien. Comme Abdelrazak El-Para, comme Abdelrazak El-Para, les autres émirs, Hassan Hattab. Et bien d'autres. Mais ça, on le savait. Voilà où aboutit la glorieuse armée nationale populaire. Où est-ce qu'elle en est? C'est ça l'atteinte au moral des troupes? Alors, eux, non, mais l'atteinte au moral des troupes, si vous voulez, c'est un chef d'inculpation un peu générique dont ils se servent à tout bout de champ pour inculper les gens et les mettre en prison et les réduire en même temps au silence. Et Abdelhaï, après on va passer au sujet suivant. J'arrive à Abdelhaï, justement. Justement, parce que j'avais quelque chose à dire. Vous savez, son cas me rappelle... Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'ils lui ont donné toutes les assurances, que son cas sera réglé pour la tirer. Ça me rappelle un peu les promesses qui ont été faites à Talmalt, Ils l'ont fait rentrer pour le tuer. Pour l'assassiner. Vous savez, il y a quelque chose qui a été très bien décrit par un cinéaste qui s'appelle Francis Ford Coppola dans Le Parrain, c'est le baiser mafieux. Ouais. Qui permet le baiser de la mort. Le baiser de la mort, oui, exactement. Quand il vous fait un bisou sur la bouche, c'est-à-dire vous êtes voilà, le baiser de la mort, où on met des personnes en confiance pour mieux leur régler leur compte par surprise, dans la surprise par la suite. Voilà, voilà où on est réduite, justement. C'est vrai qu'ils l'ont trompé, mais sinon il ne sera pas rentré. Hein. Ils l'ont trompé, ils l'ont laissé croire qu'il ne se passerait rien. Absolument. Et il est rentré assister à l'accouchement. Moi-même, j'ai reçu des assurances en 2013. Quand je suis rentré en Algérie, j'ai contacté des amis à moi, j'ai contacté des avocats, j'ai contacté des gens qui ont procédé à des investigations, à savoir que je n'étais pas recherché, que je ne faisais pas l'objet d'une fiche de recherche, ni au niveau national, ni à l'international, ni dans les fiches spéciales, etc. etc. Et quand j'arrive à l'aéroport où Ouari Boumediene, on me dit « Monsieur, suivez-nous 2 secondes, nous avons quelques petites questions à vous poser, etc. » C'était en quelle année déjà? En 2013, en janvier 2013. Janvier 2013. Et là, ensuite, je me suis retrouvé au siège de Antar, du DRS, au siège Antar. Et quand vous êtes rentré, vous m'avez appelé, vous m'avez dit « Jamal, surtout pas aller en Algérie. Ils vous ont passé tout le temps à poser des questions sur vous. » Absolument. Absolument. On m'a dit attention. Même l'officier qui traitait mon cas, il m'avait posé une question, il m'a dit il y a quelqu'un, il s'appelle Jamaldin Ben Chemloun, je crois. Il attendait que je lui dise Ben Chennouf pour confirmer que je connaissais. C'est une vieille ficelle, ça. C'est le faux pour avoir le vrai, exactement. Hassan, sur ce sujet, avant de passer à un sujet très très important, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je demanderai d'aller un peu vite. D'abord, j'aimerais résumer vraiment en un seul mot ce qu'a dit notre ami Saïd Aknin sur un seul mot. Abd Samia, une force tranquille. C'est 3 mots là. Une force tranquille. Oui, 3 mots. Merci. Une expression. Merci. C'est vrai, hein, ça le décrit très bien. Tous les sens du terme. Au niveau physique, au niveau moral. C'est vrai. Grande taille avec ses grandes paluches. Tout, voilà. Marche posée. Absolument. Vraiment, c'est la force tranquille dans tous les sens du terme. Maintenant, et quand je dis, tout à l'heure j'ai dit je passais à un sujet plus important. Il ne faut pas faire comme le journaliste qui a dit passons aux affaires sérieuses. Après il a été dégommé. Moi je dis on va passer à un sujet plus important par rapport au moral des troupes. Oui, justement. Pour qu'on ne me comprenne pas de travers. Mais je vais quand même dire un mot sur le moral des troupes. Oui. À partir du moment où n'importe quel citoyen civil, pas seulement militaires, mais aussi civils ou anciens militaires, peuvent atteindre le moral des troupes, c'est que, ou bien c'est effectivement armée tellement fragile, comme vous l'avez dit il y a un instant, mais moi je vais rester dans le domaine psychologique. Ouais. Même si je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais bon, j'ai fait quand même une formation de PNL, donc de psychologie comportementale, pendant des années. Moi, ce qui me semble, c'est que tout simplement, les décideurs se croient véritablement les dépositaires de l'Algérie. L'Algérie, c'est eux, tout simplement. L'Algérie, c'est
eux. Et l'armée, l'Algérie, c'est eux. Ça leur appartient. Moualin Dar. J'ai écrit un article en 1985 dans la revue Tafsouth, qui malheureusement n'existe plus. Moualin Dar. Voilà. Et ces gens-là, à partir du moment où tu t'attaques d'une façon ou d'une autre, Moualin Dar, ben, tu atteins le moral de tout le monde, voilà. y compris le moral des troupes. Tu as touché au sein des saints. Voilà, donc en fait, c'est parce que véritablement, ils s'imaginent qu'ils sont les propriétaires du pays, qu'ils sont l'Algérie, et dès lors que tu dis un mot qui ne leur convient pas, hop, morale des troupes, c'est-à-dire tu atteins par n'importe quel discours contre-pouvoir, c'est le moral des troupes, parce que pour eux, les troupes représentent l'Algérie. Voilà. Alors, j'aimerais que nous parlions de cette drôle d'histoire de M. Tebboune qui nomme des gens et qui les dégomme, d'autres qui dégomment. Je ne citerai que 2 cas parmi les plus emblématiques. Le DG de l'ENTV, qui a été nommé le matin, limogé le soir. Et cette histoire du DG des douanes, qui a été limogé, remplacé par un autre. Les deux, l'un limogé par décret, l'autre nommé par décret. Les deux nominations validées par le Conseil des ministres. Et dans l'après-midi, on nous dit non, ça a été annulé. Et puis le limogé reste en place et le nommé peut rentrer chez lui. Et dans le même sillage, on libère des prisonniers pendant qu'on ramasse d'autres. Ah, dans le même sillage, une grâce qui touche des milliers de prisonniers de droit commun, dans le même moment où on fait rentrer, c'est un peu comme pour libérer de la place, quoi. C'est ce qu'on disait avec Saïd Aknin. Alors, sur ces drôles de décisions, qu'est-ce que cela veut dire, Saïd Aknin? Qu'est-ce que cela veut dire? Pour le moral des troupes, que vaut une armée? Non, pas le moral des troupes. Oui, mais j'arrive. J'ai juste... Ils savent que la légitimité populaire est la première des garantes de la force d'une armée. Et comme le pouvoir, c'est un pouvoir militaire, ils n'ont pas la légitimité populaire. Donc tout le moindre exactement. Et ça, c'est encore beaucoup plus dangereux quand on l'annonce en intérieur. Oui. Quel son que ça donne à l'extérieur? Ils vont dire, alors nous, on va leur faire une grosse peur. Ben, vous voyez, c'est-à-dire si à l'intérieur... une simple parole vous démoralise la troupe. Non, et s'il y avait une attaque, on ose un peu la voix, on démoralise les troupes. Et si on éternue ailleurs, on fait un séisme dans le camp alors. Je comprends pourquoi un petit général ou maréchal Haftar, il roule des mécaniques avec la plus forte armée de la région. Oui, on va dire, ça y est, on va concentrer on va être envahi. Peuple algérien, attention, on est attaqué. On est attaqué. Alors, Saïd, sur cette histoire de nomination, limogeage, qui semble ne plus obéir à la seule volonté de Monsieur le Président de la République. Nous savons que c'est un pouvoir de nature clanique. Mais simplement, celui qui ne vaut même pas epsilon et qu'on nous présente comme président, et qui n'est même pas l'ombre du chien de Chingriha, qui n'est même pas l'ombre de son chien. Aujourd'hui, on est en train de l'humilier. Oui, mais c'est eux qui l'ont nommé. C'est eux qui l'ont installé à cette place. Pourquoi ils l'humilient alors? C'est eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont assis? Ils l'humilient. De toute façon, eux, entre eux, il y a des luttes claniques. Des luttes claniques. Les luttes claniques, ça tourne autour de quoi? De la répartition du pouvoir, des centres du pouvoir et des circuits informels de l'argent. Et d'ailleurs, les nominations, elles sont liées soit au pouvoir, soit à l'argent. C'est comme la douane, par exemple. La douane, c'est que l'argent. Hein, c'est le lieu de transit de tout ce qui est illégal. Tout ce qui est légal. Tout ce qui rapporte. Mais même si ils l'ont nommé, pourquoi qu'on l'humilie? Et pourquoi qu'il accepte l'humiliation? Pourquoi ils ont annulé ces 2 postes, la douane et le NTV? Est-ce que ces 2 fonctions ont une importance bien sûr, particulière? C'est plus qu'une importance, c'est deux leviers du maintien du régime et de la puissance clanique. La puissance clanique. Les douanes, c'est l'argent. La télé, c'est l'information. Et paraît-il... L'intoxication. Exactement. Et paraît-il, ils en ont fait même la même chose avec... Sonatrach. Oui. Oui, ils viennent de nommer un PDG. Apparemment, il a été dégommé. Ah bon? Paraît-il. Ou il va être dégommé.
Même de toute façon, 4 PDG en moins d'un an. Oui, Même mais- s'il n'est pas dégommé, oui, mais 4 Hassan, PDG en moins là, d'un ce an. que j'aimerais comprendre, Tebboune, il sait ce qu'est en train de dire Saïd mieux que nous tous. Oui. Il sait qu'il y a des fonctions qu'il ne doit pas toucher, qu'il est un faux président, qu'il est un président pour la frime. Oui. Hein, et que quand il est question de nommer le PDG de Sonatrach ou le DG de l'ENTV ou le DG des douanes, il faut qu'il prenne son téléphone et qu'il demande à mon général. Et alors, Moi, je pense... Pardon. À mon avis, il s'est aventuré, il s'est grillé les mains. C'est un enfant, il ne connaît rien. C'est un ignorant quadrilingue. D'ailleurs, il ne maîtrise pas la langue de la légitimité. L'arabe, on l'a entendu. Il a la langue de sa maman. Mais on a vu. Peut-être qu'il a essayé, il s'est dit peut-être. oh, vous pouvez changer, vous pouvez vous interrompre. vais tenter. Nous savons très bien que Tebboune n'a pas une seule once, Tebboune. Tebboune ne dispose pas d'une once de pouvoir en Algérie. Et il a été choisi justement pour sa docilité, pas seulement pour sa docilité, mais pour sa fragilité. Il ne faut pas oublier que son fils est en prison, dans une affaire qui va être jugée demain, je crois, une affaire portant sur un trafic de 700 kilos de cocaïne, pour lesquels il risque la peine de mort. Et je ne serais pas étonné que cette affaire, elle va traîner dans le temps, justement pour faire... Ils ont fait choisir quelqu'un d'aussi vulnérable. Ils ont fait exprès de choisir un Tebboune. Mais bien sûr. Me semble-t-il que son fils n'est pas jugé dans l'affaire des 700 kilos de cocaïne, mais dans une affaire effectivement liée au boucher, dans une affaire de l'immobilier. D'accord. Oui, mais c'est-à-dire, bon, il partira avec... Mais comme c'est avec le boucher, oui. donc C'est ça a comme des interconnexions. Les deux affaires sont liées. Je voulais juste, par rapport à ça, à ce que tu es en train de dire, rajouter quelque chose, apporter de l'eau à ton moulin. Moi, je pense que les services et l'état-major sont en train de dire à Tebboune tout simplement que, attention, tu ne prendras pas tes libertés comme a réussi à le faire Bouteflika au bout de 15 ans. Bouteflika, il a été ramené dans les mêmes conditions. Oui, mais avec des dossiers, la bête. voilà, avec de lourds dossiers qu'il traînait, toutes les casseroles qu'il traînait, etc. L'armée l'a imposé. Tout le monde le sait. Il était vulnérable. Voilà, vulnérable. Mais au fur et à mesure des décennies de mandat, voilà. Oui, il a eu de l'argent qui Oui, va tomber de... oui, Pardon, mais pardon, juste, je termine cette phrase. Au fur et à mesure de ses mandats, il a réussi à éliminer un certain nombre de procureurs militaires, à corrompre, à éliminer, à nommer 400 généraux. Oui, c'est une manière d'éliminer. Voilà. Et donc, moi, j'interprète ça comme étant une menace à Tebboune. Attention, ne crois pas que tu vas faire comme Bouteflika, que tu vas éventuellement prendre le dessus sur les services et l'armée. Ça ne sera pas le cas. Et il commence à l'avertir dès maintenant. Tebboune n'a pas le même niveau ne dispose pas du même niveau de perversion comme Bouteflika. Il ne fait pas le poids devant un Bouteflika. Bouteflika, c'était... Bon, on a... Génial, celle-là. Il n'est pas aussi pervers que Bouteflika. Il n'est pas aussi pervers. Il n'a pas le même niveau. Il dispose C'est un pas compliment que vous lui faites. Moi, je suis le dernier à apprécier Bouteflika. Hein. Bouteflika, c'est un traître à l'Algérie. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est un homme, c'est un personnage maléfique. C'est ce qu'il y avait de pire qui a pu arriver à l'Algérie. C'est un Bouteflika au pouvoir. Pour moi, Boumediene, Bouteflika, c'est pareil. Pour moi, c'est la même perversion, les mêmes diables, les mêmes démons, etc. Enfin, bref. Bouteflika, c'était le summum. Bouteflika, c'est le summum. Boumediene, c'est son élève. Il est ce qu'il est. Il a quand même eu il a conçu le barrage vert. Il a fait des choses. Il a jugé Tchombé, Moïse Tchombé, etc. Il a eu des choses positives. Mais bon, mais Bouteflika, c'est ce qu'il y a de pire. Oui. Pardon. Bouteflika, c'est le pire qui a pu arriver aux Algériens. Bouteflika au pouvoir. Et donc il a réussi à domestiquer les généraux qui étaient au pouvoir à l'époque. Il a commencé à mettre un Mohamed El Amari à la retraite, et pire encore, comment il s'appelait le Toufik. Non, Khalil Toufik, d'abord général Touati.
général Touati. Belkhair, Belkhair, qui était le son bras droit, celui qu'il avait ramené quasiment. Qu'il avait quasiment ramené et dont il se méfiait aussi. Hein. Oui, et qui est rentré vite en guerre avec Saïd. Ça n'a pas été facile. Alors, Saïd, juste très vite. En une minute, très parce vite. qu'on a dépassé le temps. Très vite. Tebboune, c'est l'héritage maléfique de Ben Bella, Boumdine, Bouteflika, Zerouel et tout ce qu'a connu demain le pouvoir. Le digne peuple algérien et l'héritier de Abben, Ayit Ahmed, Zirout, Ben Mehdi, Ben Mehdi, Ben Boulaïd, Amirouche, Sil Houès, Msali El Hadj, Amir Abdel Khadar, Ali Messili. Regardez la dichotomie qu'il y a. Donc, c'est la suite logique. Les pères que vous attribuez à Tebboune, vous avez dit Boumediene, Bouteflika, vous en avez oublié le principal, celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait. Gaïd Salah. Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, toutes les personnes citées ne sont que la face visible d'un pouvoir militaire qui se cache derrière. Effectivement, Bouteflika, ça c'est une pièce théâtrale. Il a lutté. Il a été 3/4 d'un président, il va mourir 3/4 d'un président, c'est un epsilon. Non, il va mourir un quart, même pas un quart. Un quart. C'est des epsilons, ils vont mourir des epsilons et aucune dignité. Hassan, très vite, parce qu'il faut vraiment qu'on... Deux, trois mots. Ouais. Toute humiliation de Tebboune, qui a été intronisé comme président, est une humiliation de l'armée. Très clair. Ce n'est pas une humiliation pour le peuple, en tout cas, non, qui ne l'a pas du élu. tout. Alors, il y a un sujet, mes chers amis, sur lequel nous n'avons pas pu nous étaler un peu. C'est cette circulaire, cette décision du ministre de la Justice qui signale, son inspecteur général, il signale, écoutez bien, hein, c'est vraiment, que des verdicts sont rendus sans queue ni tête. C'est eux qui le disent. Hein. Eux qui prennent le téléphone pour dire au juge, vous rendez telle ou telle justice, vous mettez quelqu'un en prison, vous sortez l'autre. Ils disent, la mission du juge consiste à rendre des verdicts au nom du peuple algérien qui n'accepte plus des décisions contraires à la loi. C'est plus que de la bipolarité, ça. C'est de la schizophrénie. Oui. Alors, c'est toutes les maladies à la fois. C'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Et le pire du pire, c'est un sujet dont nous allons parler demain. Le pire du pire, vous savez ce qu'il demande aux juges? De faire de la délation. De la délation anonyme. Il leur dit, vous êtes dans vos palais, dans vos tribunaux, écrivez-moi des lettres. Voici mon numéro de truc spécial, de fax spécial. Envoie-moi une lettre et ne signez pas de votre nom si vous voulez. Parce qu'il sait qu'ils en sont capables. Parce qu'il sait qu'ils en sont capables. Signalez-moi les cas de dépassement de vos collègues. Exactement. De façon anonyme. Ne mettez pas votre nom. Mais le comble du comble, c'est que lui, il sait très bien, puisqu'il lui-même le fait, qu'il appelle au téléphone des juges pour leur dire « Faites rentrer X en prison ». Moi, je connais un cas où M. Zermati en personne a appelé quelqu'un pour lui dire « Faites-le rentrer en prison ». Donc, c'est incroyable. Monsieur Benchounou, au XVIe siècle, en France, cette situation politique existait au XVIe siècle. Et Étienne de la Boétie l'a dénoncé, l'a décortiqué, l'a détricoté dans la servitude volontaire. Oui. Et alors, maintenant, Hossein vient de me dire à l'oreille, mais alors attachez-vous ceinture, je ne suis pas responsable, que M. Zermati vient d'annuler sa propre circulaire. Ah, parce qu'il nous a entendus. Il vient de dire non, ne tenez pas compte, faites comme si vous n'avez rien lu, rien écrit, on n'a rien dit. Attention à ceux qui envoient des trucs anonymes. Il va le dire en catimini. Mais question, pourquoi n'a-t-il pas fait, dans ce cas-là, pourquoi n'a-t-il pas fait annuler tous les verdicts qui ont été prononcés de manière abusive? Ah, là, ça ne dépend pas de lui, mon cher ami. Demander à un juge d'écrire une lettre anonyme, il peut le faire. Demander à un juge de libérer quelqu'un qu'un général a fait rentrer en prison, il ne peut pas le faire. Absolument. Mes chers amis, merci beaucoup. Demain, vendredi 51. Demain, vendredi 51. Merci beaucoup, Saïd. C'est plus important que Tebboune, que Zermati, que Gaïd, que tout le régime. J'aimerais que les Algériens puissent rendre hommage à notre confrère Abdessamih Abdelhaï demain. Et dans le même temps, rendre hommage à Al-Magharibiya qui est avec eux, toujours à leur côté, même si elle est interdite de citer en Algérie, qu'ils reçoivent par Internet,
qu'on reçoit ici en France à travers le canal, le câble. Mais mes chers amis, Silmiya, Silmiya, Khawa, Khawa, Habba, Habba, Douga, Douga, حتى نوصلوا للقاب. Détermination, pas de marche arrière. Merci beaucoup. Inch'Allah. وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهة